Allez déjeuner, Gray. Vous boirez une pinte de bitter à ma santé. Oh, cette chaleur est d'une rare indécence. Et la vue de cette guerre n'est pas faite pour arranger les choses, ami Simpson. Non. Rester prisonnier du bureau de consigne de Victoria Station, un jour où les honnêtes sujets de Sa Majesté ne pensent qu'à aller goûter le grand air, c'est absolument choquant, vous avez ma parole. N'y pensez plus, Gray. Allez manger un morceau, votre morale s'en trouvera beaucoup mieux. Adieu, Simpson, merci. Ah, au fait, que je vous dise. Hein? Je n'ai pas eu le temps de descendre la grande valise de cuir jaune sur l'étagère du haut. Il y a une éternité qu'elle doit se trouver là. Jetez-y donc un coup d'œil. Vous qui n'avez pas déjeuné, ça ne vous coupera pas l'appétit. Suspect? Suspect. Adieu, Simpson. Hé, Gray! Gray! Oh, au diable l'affamé. Il va me la laisser descendre tout seul? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Ah, je comprends pourquoi Gray s'est défié. Ce parfum est on ne peut plus étrange. Oh, porteur! Monsieur? Voulez-vous avoir la bonté de prévenir Monsieur Turner, le détective de la gare? Je voudrais qu'il vienne ici pour examiner une valise que je ne veux pas ouvrir moi-même. À ce point-là? À ce point-là, oui. Faites vite, je vous prie. Monsieur Turner! Monsieur Turner! Être payé ce qu'on nous paye pour faire un travail aussi répugnant. Ah, les Français ont fait des révolutions pour moins que ça. Eh ben, que se passe-t-il, Simpson? Il s'agit de la valise que je viens de descendre, Monsieur Turner. Comme vous pouvez en juger, on la sent de très loin. Oh, en effet. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Passez-moi les pains, Simpson. Voilà, monsieur. Merci. Ça sent le crime à plein nez. C'est le moins qu'on puisse dire, monsieur. Je soulève le couvercle, Simpson? À votre avis? Soulevez, monsieur. Oh! Par tous les diables, quelle damnée salade! Je crois qu'il serait préférable d'appeler Scotland Yard. N'est-ce pas, Simpson? Je crois, monsieur. Deux bras, deux jambes de femme dans une valise laissée à la consigne, mon vieux Bob, ça ne présente rien de vraiment bien remarquable. Qu'au surplus, je découvre dans mon journal le même matin qu'une certaine Jenny Lowland a disparu de Londres depuis quelques jours. Voilà qui fait tomber notre affaire au niveau de la pire banalité. Avez-vous recueilli quelques renseignements sur cette pauvre Jenny, Bob? Sa fiche se trouvait dans nos collections, inspecteur. Et le sergent Prince m'a fourni les informations complémentaires. Ah, ce cher vieux Prince, toujours en vie. Bon, le sergent est un véritable roc au centre de Soho, chef. Le flot des malfaisants de toute espèce s'y brise sans l'entamer. Prince envoie son bon souvenir au chef inspecteur O'Brien. J'accueille le bon souvenir avec une émotion sincère, Bob. Pour le reste, que dit Prince? Eh bien, il assure que Jenny Lowland s'appelait en réalité John Burlington. C'était une ancienne girl d'une équipe de Cardiff, et probablement, pardonnez-moi, une proxénète. Bien qu'elle n'ait jamais été prise sur le fait. Je vois, un crime crapuleux, ça ne présente aucun intérêt. Cette John Burlington entretenait un type, naturellement. Un certain nombre de types, inspecteur, sont passés dans l'existence de cette créature. Et le dernier en date se fait appeler Marcel de Noyon. Mais un certain Bob Newlett lui ressemble comme un frère. Et si l'on en croit une autre fiche, il n'hésite pas non plus à répondre au nom plus prestigieux de Gontran de Calvi. Et je peux vous confier également que Gontran de Calvi et John the Dutcher, c'est la même chose. Bref, ce respectable citoyen anglais est un Italien qui se nomme Paolo Cecchi, barman de son état, et qui se trouve actuellement en villégiature à Brighton. Ah, un dernier détail. L'homme en question est dangereux. Merci pour le détail, Bob. Vous savez ce que j'ai dans mes poches. Oh, parfaitement, chef. Deux amours de petit Smith et Wesson, d'une précision absolue. Et croyez-moi, Bob, un Smith et Wesson... Ça ne s'enraye jamais. Oui, je suis au courant, chef. Et si vous le désirez, nous avons un excellent train pour Brighton dans quelques instants. Et vous aimez Brighton, Bob? Beaucoup trop de monde, inspecteur. Je suis une âme naturellement portée vers la solitude. Ainsi, en ce moment, il me déplairait assez qu'une foule d'admirateurs me surprisse à faire l'autopsie magistrale de cette serrure. Monsieur Paolo Cecchi en particulier. Vous cherchez quelque chose, messieurs? C'est bien l'appartement de monsieur Cecchi, n'est-ce pas, chère madame? Oui, monsieur, mais Paolo est absent. Nous savons, madame, mais nous avons son autorisation et ses clés. Ah, très bien. Excusez-moi. Voilà, chef. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer.
D'après mes renseignements, Tchéky a la jouissance du garage qui se trouve dans la cour. Nous pouvons passer par la fenêtre et lui donne de plein pied. Tous les parfums de l'Arabie ne sauraient éclipser la puanteur qui règne dans cette cour. Fermez cette fenêtre, Bob. Et laissez Shakespeare à l'écart de ces lieux sordides. Nous examinerons le garage plus tard. Ici même, il y a quelque chose d'anormal. Voyez les taches sur le papier. Et les éraflures sur le parquet. Bob, le crime rôde entre ces murs. C'est un coup à jouer. Les preuves ne sont pas accablantes, mais comme j'ai dans ma poche un solide mandat d'amener, je vais coffrer notre homme à tout hasard. Vous avez parfaitement raison, chef. Dans 2 jours, il sera sans doute trop tard. Tchéky ne doit pas se sentir tellement à l'aise. J'ai comme une idée que ce dernier ruffian va avoir une vilaine surprise en rentrant. Mais ne craignez-vous pas qu'il ait quelques acolytes derrière lui? Ça m'étonnerait. Nous pouvons toujours vérifier l'état de nos armes. Quand finirez-vous par employer les Smiths, Bob? Chacun son goût, inspecteur. Pour ma part, j'ai fait la dernière guerre dans l'artillerie. Les modèles réduits ne m'ont jamais inspiré confiance. Chut, écoutez. Collez-vous contre le mur. Les mains en l'air. Qu'est-ce que c'est? Signor Tchéky? Signor Tchéky? Paolo Tchéky? Chef inspecteur O'Brien, de Scotland Yard. Veuillez avoir l'obligeance de garder les mains en l'air, je vous prie. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où me conduisez-vous? C'est la morgue, Tchéky. On va vous confronter avec les restes de votre victime. Mais c'est fou! Je me dois vous dire que je n'ai assassiné personne. Ne vous tuez pas inutilement, mon vieux. Nous avons encore besoin de vos services. Bonsoir, docteur Peter. Voici votre visiteur. Bonsoir, inspecteur. Par ici, je vous prie. Levez la toile, je vous prie. Ah non, je ne veux pas voir ça. Regardez, je vous l'ordonne. Paolo Tchéky, vous êtes accusé d'avoir tué votre maîtresse, John Burlington. Voici les bras et les jambes de cette malheureuse. Voulez-vous nous dire ce que vous avez fait de son corps et de sa tête? Tchéky, vous m'entendez? Mais, monsieur l'inspecteur, ce n'est pas John. Quoi? Mais non, ce n'est pas John. Je vous donne ma parole que ce n'est pas elle. À quoi le reconnaissez-vous? Mais John avait à peu près 45 ans. Quel serait l'âge de la femme à qui appartenait ceci, docteur? Oh, entre 25 et 30 ans, inspecteur. Pas plus. Non, il est évident que ces 4 membres ne peuvent appartenir à une femme déjà âgée. Il faut chercher ailleurs et relâcher cet homme avec des excuses. Vous n'y pensez pas, docteur? Alors, sans excuses, si vous préférez. Au contraire. Je vais lui faire toutes mes excuses, mais en attendant, je vais le garder sous clé. Il serait inhumain de le lâcher, croyez-moi. J'ai donné au laboratoire un fragment du papier qui tapissait la chambre de cet homme à Brighton et qui portait des taches suspectes. S'il advenait que ces taches provinssent d'une autre source que d'une projection de jus de chic mal ajusté, vous voyez un peu où ça pourrait nous mener. Asseyez-vous, Tchéky. Merci, monsieur le juge. Bonjour, monsieur O'Brien. Bonjour, mon ami, bonjour. Alors, Tchéky, êtes-vous décidé à vous montrer raisonnable? De jour en jour, les événements confondent votre défense. On a découvert des traces de sang humain sur les murs de votre chambre. Ma parole d'honneur. Gardez pour vous vos obscénités, je vous prie. Et dites-moi, Tchéky, dites-moi bien loyalement pourquoi vous avez tué et dépecé la femme de Victoria Station. Demain, les enquêteurs reviendront de France. Ils ont pu établir là-bas l'identité de votre victime. Monsieur le juge, je vous ai dit que je n'étais pour rien dans l'assassinat de la jeune femme de Victoria Station. Je suis innocent de ce crime. Mais je suis pas innocent. Je ne dirais pas du meurtre de mon ami John Burlington, car je l'ai pas tué volontairement. Enfin, tout de même, elle est morte par ma faute. À la suite d'une scène de jalousie qu'elle s'était permis de me faire,
Je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé très légèrement, mais sa tête a heurté l'angle de la commode, et j'ai jamais pu la ranimer. C'est ainsi que vous avez tué Miss Burlington. Qu'est-ce que c'est encore que cette blague? Je dis la vérité pure, monsieur l'inspecteur. Vous avez ma parole d'honneur. D'ailleurs, vous trouverez le corps de John dans une malle noire que j'ai enfermée dans mon garage de Blackman Street, à Brighton. Non, je préfère tout avouer. Je peux plus garder ça pour moi. Vous mentez encore une fois. Ma parole d'honneur. Permettez-moi de couper la parole à votre honneur, mon vieux, mais j'ai perquisitionné la nuit même de votre arrestation avec des détectives de Brighton dans le garage de Brighton et je n'ai trouvé ni malle ni cadavre. Mais il est vrai que l'abominable odeur qui régnait dans ce garage dépassait tout ce que l'on peut imaginer. Voyons, Checky, quel intérêt avez-vous à vous accuser d'un crime dont rien ne prouve que vous soyez l'auteur? Voulez-vous nous dire, à la fin, ce qu'est devenu le cadavre de Miss John Burlington et la malle qui le contenait? Il est dans le garage. Dans le garage, à droite, sous une bâche. Je voulais m'en débarrasser en donnant la malle à garder à un ami chinois de Pennyfields. Je serais parti sur le continent, vous comprenez. Je comprends. C'est bien tout ce que vous pouvez nous dire à ce sujet. Je peux vous dire que j'ai tué John par maladresse. Sur le moment, je me suis affolé, je lui ai tranché la tête. Et je suis allé l'acheter la nuit suivante dans la mer, devant Black Rock. Et je voulais continuer, un quartier après l'autre, n'est-ce pas? Mais après la tête, je ne pouvais plus. J'en avais les bras coupés. Et c'est alors que j'ai pensé à mon ami chinois de Pennyfields. Et le corps? Le corps de cette femme? Qu'en avez-vous fait? Il est chez moi, monsieur l'inspecteur. Je le jure par la Bible. Vous mentez, Checky. Vous vous fichez de nous, et vous nous faites perdre notre temps. Votre appartement est vide, et votre garage aussi. Il faudra vous expliquer peut-être sur la disparition de Miss Burlington, mais surtout et avant tout, sur la présence des jambes et des bras de la femme que vous avez tuée dans une valise laissée à la consigne de Victoria Station. Oh, c'est à devenir fou, c'est à devenir fou. Excusez-moi, monsieur le juge. Faites donc. Vous avez une minute, chef? Qu'est-ce que c'est, Bob? Quelque chose d'urgent à vous communiquer. Vous permettez, monsieur le juge? Je vous en prie. Alors, Bob. Pensez-vous toujours que cette affaire soit à classer au nombre des faits divers sans intérêt, chef? À vrai dire, Bob, je n'ai plus d'opinion, mais je sens confusément qu'il va y avoir là-dedans une occasion d'acquérir du mérite. Comme dit le lama de Rudyard Kipling. Ce respectable vieillard lui dit plus volontiers encore s'il avait reçu le coup de téléphone qui vient d'arriver à Scotland Yard, chef. Hein? Du nouveau? La police de Bruges vient de nous téléphoner que l'actrice Gertrude Gall, arrivant de Londres à Knockleshoot pour passer quelques jours tranquilles au bord de la mer, a découvert parmi ses bagages une malle noire contenant le corps nu d'une femme sans tête. John Burlington? Ce damné Checky disait non la vérité. Ah bon, parce que... Ah oui, oui. Il avoue avoir tué John Burlington et lui avoir tranché la tête, après quoi il aurait glissé le corps dans une malle noire, et le tout dans son garage, avant d'en faire cadeau à un ami chinois de Pennyfields. Vous avez vu comme moi qu'il n'y avait pas plus de mal dans ce garage que de poils bruns dans votre moustache, enfin, si vous me permettez la comparaison. Bien volontiers, chef. Mais que diantre cette malle va-t-elle faire en Belgique, à cette saison? Pour la prendre, chef, il existe un moyen. Nous rendre, vous et moi, à Knockleshoot. J'y pensais, Bob, j'y pensais. Vous aimez Bruges, Bob? Trop de monde, inspecteur. Je suis, vous le savez... Une âme portée vers la solitude, nous savons, Bob. Sachez de plus, cependant, que dans une affaire comme celle-ci, le meilleur refuge est encore le sein d'une foule pareille à celle qui nous environne. Vous ne me ferez jamais croire, chef, que de respectables citoyens britanniques puissent arriver à se confondre avec le ramassis de créatures débraillées que les autocars abandonnent sans cesse au pied de ce beffroi. Non, il y a là une impossibilité matérielle, même pour des policiers. Voulez-vous bien vous taire, Bob? Ah, j'aperçois là-bas, sur la place, notre collègue de Paris, Courtefontaine. Ah. Il est exact au rendez-vous, comme d'habitude. Il aime à se donner le genre anglais, mais il refuse de porter les bretelles et ses chemises sont à col tenant. La première fois que je l'ai vu, je l'ai pris pour un Américain. Nous avons déjà travaillé ensemble dans des affaires de traite des blanches et de stupéfiants. C'est un garçon que j'estime beaucoup. Il n'a qu'un défaut, le même que vous, Bob. Ah, lequel? Il utilise des pistolets allemands. Oh. Ah, vous parliez de moi, O'Brien. Heureux de vous retrouver, mon vieux. Le plaisir est partagé, cher ami. Laissez-moi vous présenter mon second.
Bob Lantern, digne en tout point de son chef. Enchanté. Charmé de vous connaître, Bob. J'espère que vous vous plairez ici. J'ai l'impression, oui. Bruges est une ville épatante. J'y suis venu, moi, il y a moins d'1 an pour m'occuper d'un tableau de même ligne qui avait disparu. Ah, Seulement, ce n'était pas dangereux. parce que cette fois... Cette fois, nous jouons tout simplement notre peau. Je crois devoir vous en avertir. L'affaire du tueur numéro 1, comme disent les journaux, l'affaire Checky Burlington, me semble réglée. Oui, Checky a tué sa petite amie, voilà tout. Oui. Quant au mystère qui entoure encore ce drame sordide, mon Dieu, il se dissipera, croyez-moi, puisque nous connaissons l'identité de la victime et que l'assassin est bouclé. Non, moi je suis surtout ici pour vous parler du tueur numéro 2. Le meurtrier inconnu d'une femme dont nous ignorons tout. Enfin, c'est-à-dire à peu près tout. Vous avez découvert quelque chose? L'affaire de la valise de Victoria est plus dangereuse que celle de la malle de Brighton, O'Brien. En me servant des quelques renseignements que j'ai pu recueillir chez mes indicateurs à Marseille, à Strasbourg et à Montmartre, j'ai acquis la conviction que nous avions devant nous une bande de gangsters d'une importance inimaginable. À ce point-là. À mon avis, la femme de Victoria Station appartenait à cette bande et elle a été exécutée pour des raisons d'intérêt général. Mais j'en arrive au plus séduisant de mon discours, vieux camarade. Vous et moi sommes fort bien connus de ces gens-là. Et sérieusement menacés. Non, mais ne riez pas, mon vieux. Le tuyau est sûr. Un de mes indicateurs a surpris une conversation où il était question de nous deux dans un petit café de modeste apparence à Montmartre. On sait que vous êtes ici. Par quel moyen, je l'ignore. Les journaux ont parlé de moi pour l'affaire de Brighton. Le rapprochement n'était pas difficile à faire. Enfin, quoi qu'il en soit, nous pouvons nous tenir sur le pied de guerre si nous voulons éviter les surprises. Mon cher Courtefontaine, j'ai dans mes poches 2 petits copains. Smith et Wesson. Vous connaissez? Oui. Oui. Certains prétendent que ça ne s'enraye jamais. Comment ça, prétendre? Vous êtes merveilleux, Brian. Vous ne changez pas d'une ligne. Ah, bien, ce soir, si vous vous sentez en forme, nous irons faire un tour près de la villa des Mouettes, à Knock. C'est là que réside Gertrude Gall. Vous savez, l'actrice à qui on a fait cadeau de la malle noire. Alors, je passerai vous prendre en voiture, hein. Nous nous déguiserons en douaniers belges. Vous savez, ils ont un képi extraordinaire. J'adore les déguisements, pas vous? Vous n'avez pas froid, Brian? Froid? Du tout, merci, ça va. Le drap flamand est de meilleure qualité que je ne pensais. Nous allons trouver un moulin sur la gauche et nous prendrons une petite route qui aboutit au village. Je garerai ma voiture chez un type sûr. Ensuite, nous rejoindrons la dune jusqu'à la guérite du douanier. Il est prévenu, il nous recevra comme un frère. C'est là. Descendez. Qu'est-ce que c'est? Douane ambulante. Oh, descends. Très pittoresque, le vieillard. Mais pourquoi porte-t-il cet énorme chapeau melon? Il veut se donner le genre anglais. Je crois d'ailleurs qu'il porte des bretelles et des chemises à col rapporté. Vous pouvez ranger la voiture sous le hangar. Quand vous rentrerez, vous n'aurez pas besoin de me réveiller. La clé est dans le fusain près de la porte. Merci Barnabé. Bonne nuit. Je vous souhaite de même. Faites attention, hein, n'oubliez pas de regarder ma fenêtre. Quand vous verrez la lumière, c'est que l'auto est en vue de la villa. Entendu. Voici le sentier qui conduit à Knock. La guérite des douaniers est au bord, à 200 mètres de la villa des Mouettes. Ça va? Le mieux du monde, je vous remercie. Je me sens tout revigoré. L'air marin, Brian. Rien ne vaut l'air marin. Ah, les voilà. Bonsoir, camarades. Nous attendons la relève avec impatience. Nous allons vous laisser la place. Allez, hein, bonsoir les amis. Eh oui, bonne chance, mon vieux. On vous souhaite bien du plaisir.
Quant à nous, nous allons rejoindre le brigadier qui nous attend au stand. Nous ne sommes pas d'ici, mais de la panne. Vous connaissez la consigne? Ouvrez l'œil et surveillez un yak blanc qui fait la contrebande des armes. Oui, je sais. Allez, bonsoir, les amis. Bonsoir, Bonsoir à tous. Vous m'aviez dit qu'un douanier devait nous attendre et non 4. Ils sont partis bien précipitamment. Peut-être est-ce votre accent qui les a mis en fuite. C'est louche, O'Brien, c'est très louche. Gardez votre self-control, mon vieux. Les 3 douaniers en surnombre pouvaient être venus ce soir pour ne pas laisser le 4e se morfondre seul dans cette guérite, en somme, de bons camarades. J'aimerais en savoir plus long là-dessus. Attendez-moi ici, ne bougez pas. Aucun self-control. Bon. Cortefontaine ne rentre pas. Il lui est vraisemblablement arrivé un accident. Je ne serais pas étonné qu'il ait été kidnappé par ses 4 bons camarades déguisés comme nous en douaniers belges. Il y a même gros à parier pour qu'il ait perdu le képi qui faisait son orgueil. Il faudrait bien sûr retrouver Courtefontaine avec ou sans képi. Barnabé! Qu'est-ce que c'est? L'ami de Courtefontaine. Ouvrez, je suis seul. Police? Police. J'arrive. Courtefontaine surveille là-bas? Courtefontaine a disparu d'une manière assez subite. Enlevé par 4 douaniers belges. Alors courez vite jusqu'à la guérite des douaniers. Ne perdez pas une seconde et surveillez ma fenêtre. Dès que vous verrez la lueur de ma lampe, vous marcherez vers la villa et vous ferez les sommations devant la première auto que vous verrez arrêtée le long du mur. Regagnez votre poste, pour l'amour de Dieu. L'auto peut venir d'une seconde à l'autre. À vrai dire, je suis dans une nuit plus épaisse que le plus cotonneux des brouillards de Londres. Je veux être damné pour quelques mois, si toute cette histoire n'est pas de la folie pure. Attention, la lumière à la fenêtre de Barnabé. Il doit donc y avoir une voiture près de la villa des Mouettes. Oui. J'ai dans mes poches mes 2 petits copains et... Halte! Police de la douane, arrêtez! Arrêtez ou je tire! Tire donc si tu veux, rigolo! Alors, monsieur O'Brien, pas trop mauvaise nuit malgré tout? Votre café va me faire le plus grand bien, Barnabé. Vous avez des nouvelles de Courtefontaine? Oh, on le retrouvera. Et vivant, je pense. Vos 4 douaniers l'ont seulement enlevé pour vous détourner de la villa. Je connais fort bien ce genre de procédé. Pendant la guerre, je faisais partie de l'intelligence service et du 2e bureau. Maintenant, je suis un peu vieux pour me mêler à ce genre d'histoire. Mais je peux encore vous être utile. Monsieur Courtefontaine, soit dit entre nous, ne tenez pas mademoiselle Gertrude Gall en odeur de sainteté. Je surveille donc la villa occupée par cette personne nuit et jour. Je possède dans la place un homme de confiance, le jardinier. Il n'a qu'une seule jambe, mais ses yeux et ses oreilles sont en très bon état. Mais de quoi Courtefontaine soupçonne-t-il Gertrude Gall? D'être pour quelque chose dans la disparition d'une jeune femme appartenant à la police française. Cela aurait un rapport avec la valise de Victoria Station? Ça pourrait avoir un rapport avec cette valise. D'après nos constatations, Gertrude Gall est la maîtresse de son chauffeur, un jeune truand nommé Marius Sansini. D'autre part, elle téléphone très souvent à Paris. Sa conversation est alors si banale, si dépourvue d'intérêt, que j'ai la conviction qu'il s'agit d'un langage secret, où les mots courants ont une signification conventionnelle, que j'ignore naturellement. D'autre part, mademoiselle Gall se préparait à partir pour une destination inconnue en se faisant enlever par des amis. Des gens douteux sont venus voir Marius Sansini dans la matinée d'hier. Cet enlèvement permettait à Gertrude de quitter Knock en victime et non en coupable. Et elle se doute qu'elle est surveillée? Je dois dire que cette surveillance n'est pas très discrète. Les amis de mademoiselle Gall sont très au courant de nos projets. Monsieur Courtefontaine en sait quelque chose à l'heure actuelle. Vos coups de pistolet ont empêché la réalisation de leurs coups de main, mais croyez-moi, d'ici 2 ou 3 jours, nous apprendrons du nouveau. Il existe dans les murs de cette plaisante maison un secret qui est peut-être à la fois celui de la malle de Brighton et celui de la valise de Victoria Station. Ah, on dirait de la visite. La parole, qu'est-ce que je vous disais, monsieur Courtefontaine?
Très vite. Comment vous portez-vous? Votre ami s'inquiétait. Oui. Ça va mieux, merci, ça va mieux. J'ai sur le haut du crâne une bosse grosse comme un œuf de canne. Enfin, à part ça, je suis entier. Qu'est-ce que vous a fait, mon pauvre ami? Ma foi, nos confrères de la douane m'ont matraqué à la sortie de la cabane et déposé à une vingtaine de kilomètres d'ici, à l'ombre d'une haie d'épines vinettes fort sympathique, ma foi. Je m'y suis réveillé il y a quelques heures. J'ai fait de l'autostop et me voici. Auriez-vous une tasse de café pour moi, Barnabé? Oh, ouais, bien entendu. Servez-vous. Il est encore chaud. Merci. Quelle est à présent votre opinion, O'Brien? J'ai commis une erreur dès le début, je l'avoue. Ah oui? J'ai pensé que le tueur numéro 1 et le tueur numéro 2, puisque les journaux nous imposent cette classification à la mode du jour qui en pince pour les chiffres, j'ai donc pensé que ces deux tueurs étaient en fait une seule et même personne. Et surtout, j'ai perdu du temps en estimant que cette personne n'était point Paolo Cecchi. Maintenant, je crois fermement que nous sommes en présence de deux affaires différentes. La première est celle de la femme coupée en morceaux de Victoria Station, et la deuxième, celle de la femme sans tête de Knocklezout, qui est résolue. Non, je ne suis pas de votre avis, O'Brien. Non, il reste un point inexplicable dans vos déductions. Pour quelle raison la femme de Brighton, tuée par Cecchi, se trouve-t-elle à Knocklezout, dans les malles d'une actrice assez connue du public et de la police? Cecchi nous apportera la réponse. C'est probablement pour embrouiller les pistes qu'il s'est prêté à cette combinaison. La malle a été mêlée au bagage de Miss Gall à l'insu de cette dernière. Qui serait innocente. Ah, sûrement pas. C'est bien mon avis, alors. Mais que savez-vous exactement de Gertrude Gall et de la valise de Victoria Station? Quelques jours avant la découverte de la valise en question, la police judiciaire m'a signalé la disparition d'une fille de mœurs légères nommée Anne-Marie Gerboise, qui appartenait à ses services comme indicatrice. Elle nous avait donné des renseignements très importants sur la bande dont je vous ai déjà parlé. Et je pense maintenant que les hommes dont elle a si souvent contrarié les projets sont au courant du rôle qu'elle a joué. Ils l'ont exécutée. Mais pourquoi on l'a partiellement retrouvée à la consigne de Victoria Station, ça... Voilà ce qui m'échappe. De même que la présence de John Burlington dans les bagages de Gertrude Gall pose un problème, disons, de topographie assez ardu. Voilà, logiquement, la situation devrait être celle-ci. Primo, la valise de Victoria Station n'aurait pas dû se laisser découvrir dans cette gare. N'est-ce pas? Secondo, la malle de Brighton n'aurait pas dû abandonner le voisinage de Cecchi, si ce n'est pour faire un plongeon en mer à quelques milles de Black Rock. Ceci posé, quelles sont vos intentions, Cortefontaine? Bien, l'éveil est donné à la villa des moitiés, il faut faire vite. La police belge a préparé un mandat d'amener. Nous allons toujours boucler Gertrude Gall et son personnel, on verra après. Vos preuves ne sont pas suffisantes pour justifier une arrestation, monsieur Cortefontaine. Allez-y plus doucement. Le temps presse, Barnabé. Dès demain, nous passons à l'attaque. Vous en êtes, O'Brien? J'en suis. À votre santé. Gertrude. Quoi? Il y a 3 hommes de la police dans le petit salon. Cortefontaine. Oui. Il est accompagné d'un détective anglais et d'un autre type qui leur ressemble. Et un Belge, sans doute. Marrant. La France, l'Angleterre et la Belgique alliés comme au temps du front à 20 sous. Dis à Marius de se tenir prêt des fois qu'on me chercherait des histoires. Ah. Bonjour, mademoiselle Gall. Permettez-moi de vous présenter messieurs O'Brien et Lantern de Scotland Yard. Messieurs, ravi de vous voir, je suis à votre disposition. Vous venez sans doute m'annoncer que la surveillance indiscrète dont je suis l'objet va cesser. Je vous avouerai que je n'en suis pas fâchée. Mes affaires me rappellent à Paris et quel que soit le plaisir que j'éprouve à vous savoir près de moi, je vais être obligée de m'éloigner. Mademoiselle, soyez assez aimable pour répondre à cette question. Êtes-vous venu directement de Londres à Knock? Oui. C'est-à-dire non. Je suis restée une dizaine de jours à Brighton. Très bien. Avez-vous des relations à Brighton? Aucune. Je ne connais que le personnel de l'hôtel où je suis descendue, près de la plage. Vos malles ont-elles été ouvertes dans cet hôtel? Oh non. Je ne voulais rien déranger pour ne pas avoir à recommencer un travail fastidieux. Vous êtes embarqués, vous et votre femme de chambre, à Brighton. Avec mon chauffeur, parfaitement. Nous avons profité d'un bateau de la ligne Dieppe-New Haven qui faisait escale à Ostende. Parfait. Je voudrais vous demander encore un renseignement au sujet d'Anne-Marie Gerboise. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non, c'est-à-dire que je vous demandais ça parce que nous possédons une lettre qui vous est adressée et qui vient de Paolo Cecchi, assassin présumé de John Burlington et d'Anne-Marie Gerboise. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, Cecchi se sert dans cette lettre d'un code assez ingénieux
que vous employez tous les jours pour téléphoner à M. Manzogoggi, illustre metteur en scène parisien. Si je comprends bien, Tchéky vous donne avis de la mort d'Anne-Marie Gerboise. Je voudrais savoir jusqu'à quel point la mort de cette fille peut vous intéresser. Je vous dirai, monsieur le commissaire de la police mobile, que je ne comprends pas un mot de tout ce galimatia. Je vous demande donc, poliment mais fermement, de bien vouloir foutre le camp de chez moi par la porte que vous avez franchie avec assez d'impudence, vous et vos 2 acolytes. Messieurs, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Vous avez bien tort de le prendre sur ce ton, mademoiselle. Il serait plus adroit de votre part de nous dire ce que vous savez. Vous êtes mêlé, peut-être par imprudence, à une affaire effroyable. Le malfaiteur moderne sait quelquefois être séduisant. Je ne suis pas une enfant, monsieur. Je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu me compromettre avec des gens assez dangereux pour devenir des assassins. Tout est possible, Gertrude. Alors, mon petit, dites-nous bien tranquillement, bien franchement ce que vous savez. Enfin, ne craignez rien, nous sommes là pour vous protéger. Vous pouvez parler sans crainte. Manzogoggi est déjà fait. Tchéky est dans la prison de Liouz. Quant à l'équipe de Marseille, il ne doit pas en rester beaucoup en circulation alors qu'il est. Allons. Je ne pense pas que le rouge qui teint vos jolis ongles soit du sang. Mais c'est vous, ma petite Gertrude, qui avez donné Anne-Marie Gerboise. Si, je sais. Vous aviez peur, on vous menaçait, c'était vous ou elle. Vous avez préféré que ce soit elle, c'est humain. Enfin, monsieur le commissaire, pour l'amour du ciel, c'est un cauchemar horrible. Allons, bon. Il semble qu'elle se soit évanouie. Allons, bon, il ne manquait plus que ça. Gardez votre self-control, Cortefontaine. Ce qui arrive était fatal. N'oubliez pas que nous avons là une personne qui s'est fait un nom en tombant magnifiquement devant les caméras. Mais je veux être damné si je sais ce qu'il faut faire pour la ressusciter. Vous ne pensez pas qu'une bonne vieille douche écossaise... Venez par ici, je vais aller refaire la maison. Je n'ai pas voulu parler devant cette femme, elle simule sans doute l'évanouissement. Oriane, oui. Cachez-vous derrière les rideaux et ma foi, attendez la suite. Bob et moi allons sortir. Je vais laisser entendre que nous abandonnons la surveillance de la maison. Votre plan me paraît excellent. À bientôt. Allons-y, je vais faire mon numéro. Oh! Au secours! Mademoiselle Gall se trouve mal! Au secours! Mademoiselle Gall s'est trouvée mal! Mademoiselle Gall s'est trouvée mal! Vite, Salon! Occupez-vous d'elle! Vite, Salon! Vite, aide-moi. Marius. Les poulets sont débinés, môme. Tu peux éclairer tes carreaux. Solange, reste à la fenêtre. Et planque-toi. Ils sont partis pour de bon. Tu as compris, Marius? Je suis tombé en javel pour gagner du temps. La vieille saloperie de Cortefontaine avait son mandat dans la poche. Une seconde de plus et il me le mettait sous le nez. Ils sont affranchis. Ils ont dû trouver les Marseillais. Total, on est fait comme des rats dans une bonbonnière. La maison est cernée par l'alliance sacrée des bourriques de 3 patelins qui en veulent à notre peau. Tu vas préparer les troupes de choc et la Rolls blindée, Marius. On va rigoler 5 minutes. Ouais, en attendant, je dis toujours qu'il fallait pas la buter, la petite Gerboise. On l'aurait retrouvée plus tard. Tandis que maintenant, tu vois un peu le travail. Si au moins t'avais pas fait tout ce ramdam pour la bonne femme dans la Malouse. C'est-à-dire que si t'avais été moins cave, on se serait pas laissé chouraver la valise à Victoria avec la grognasse dedans. Et enfin, on en recausera. Pas le moment de s'engueuler. Ouais. Solange, va préparer les frusques. Nous 2 en bonne sœur et Marius en officier de la RAF. Allez, fis ça. Bon. Nous savons à présent à quoi nous en tenir sur la mentalité de ces 3 individus. Chef! C'est vous, Bob? Qu'est-ce qui se passe? Par ici, chef! À l'abri du talus, vite! La voiture est arrêtée? Oui. Nous leur avons crevé 2 ou 3 pneus. Ils sont encore dedans, mais... Et les 2 femmes tirent comme des enragés. Cortefontaine est sur la ville avec les gendarmes de Blackenberg. Ils voudraient les prendre vivants, mais c'est impossible de les approcher. Lui-même a été blessé. Cortefontaine est blessé? Oui, légèrement à l'oreille. La voiture est encerclée, il leur est impossible de s'enfuir. Ou bien nous attendons qu'ils aient épuisé leurs munitions, mais ça peut demander assez longtemps, ou bien nous attaquons à la grenade ou au bazooka. Contre une Rolls? Vous plaisantez, Bob. Vous abîmeriez la peinture, ce serait le seul résultat. Il faut trouver autre chose. Chut, attendez. La portière de la voiture vient de s'ouvrir. C'est Miss Gall, elle s'avance vers nous. Cette salaud! Je vous emmerde tous! C'est moi le tueur numéro 2, moi toute seule! Bande de dégonflés, vous m'aurez pas vivante! Vous ne saurez rien, jamais! Alors, les cognes! Qui c'est qui sort pour faire un carton avec moi?
Chef, restez là, elle est armée. Fichez-moi la paix, Bob. Chef. Les mains en l'air, je vous prie, Biscal. Jetez votre arme. Vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Mauvaise! Je vous parle des écratigner un bras, bis. Ah, ce n'est pas bien de votre part. Allez, vous autres, cernez-la. Pas vivante! Jamais! Gertrude, vous n'allez pas faire ça. Gertrude, mon petit. Pas vivant. Ah, les hommes. Foutez-moi dans la paix. Il semble qu'elle soit morte, chef. Vous avez vu, Bob? Je n'ai pas pu l'en empêcher. Elle avait gardé la dernière balle pour elle. Elle avait le cœur d'une pécheresse et l'âme d'un samouraï, lui dit Byron. O'Brien, rien de cassé? Ça va, merci. Et vous? Non, rien de grave. Le chauffeur et la soubrette sont dans la voiture, morts tous les deux. Quel gâchis. Vous avez appris quelque chose? Je pense toujours qu'il n'y a aucun rapport entre les deux crimes. Oui. En somme, si nous voulons un jour y comprendre quelque chose, il faudrait vraiment que nous soyons grattés par le hasard. Est-ce à l'honorable Philippe Monk que j'ai le plaisir de parler? En effet, monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous prie de me suivre à Scotland Yard, cher monsieur. Et ne faites pas de pétard, ça vaudra mieux pour vous. Ces messieurs ont entendu parler de vos mérites, oui. Et ils seraient charmés de vous recevoir chez eux. Monsieur Monk? Philippe Monk, commissionnaire. Oui, monsieur l'inspecteur. Pourriez-vous me donner l'emploi de votre temps pendant la nuit du 4 au 5 juin, par exemple? Permettez-moi de consulter mon agenda de poche, s'il vous plaît. Mais dès maintenant, je puis presque vous assurer qu'entre 11h du soir et 7h du matin, je me trouvais dans mon lit. Attendez voir. Non. Non, vous voyez, rien n'est noté. Oui, c'est bien, c'est bien. Nous contrôlerons. Maintenant, monsieur Monk, vous êtes bien possesseur d'une camionnette automobile. Oh, une excellente camionnette automobile, monsieur O'Brien. Est-ce une voiture neuve? Oh, pas précisément. Mais c'est tout de même une bonne petite voiture. Je peux vous assurer que je suis très satisfait de ses services. Ce que vous me dites de cette jolie voiture, monsieur Monk, excite ma curiosité. Vous voudriez acheter ma voiture? Oh, non, monsieur Monk, non. Mais depuis 3 semaines, des événements déplorables nous obligent à certains actes qui nous ennuient, je l'avoue franchement, car nous avons horreur de contrarier les gens par des vexations et des dérangements inutiles à Scotland Yard. C'est ce qu'on sait trop peu dans le grand public auquel vous avez l'honneur d'appartenir, monsieur Monk. Et qui fait la force du lion britannique, monsieur O'Brien. Non. Vous êtes un homme dont la conversation est agréable, monsieur Monk. Oh. Heureusement, car vous n'êtes pas prêt de sortir d'ici, j'aime autant vous le dire tout de suite. À moins qu'il ne vous reste un grain de raison et que vous ayez la franchise de m'expliquer sans omettre un détail ce que vous fabriquiez d'indécent à 2h la nuit en question dans Blackman Street à Brighton. Ah. Oui. Eh bien, je n'étais pas à Brighton dans la nuit du 4 au 5 juin, sœur. Mais je vais vous avouer que je n'ai pas dit la vérité au sujet de la voiture. Dans la nuit du 4 au 5 juin, sœur, je possédais encore ma vieille camionnette. Pour dire vrai, cette nuit-là, je l'avais prêtée. À qui, je vous prie? Je n'ose le dire, monsieur O'Brien. Le Seigneur recommande de ne pas accabler le vaincu. Laissez le Seigneur en paix, mais ne le mêlez pas à cette dégoûtante histoire. À qui avez-vous prêté votre camionnette? À Polo Tcheki, monsieur O'Brien. Vous mentez, Monk! Je l'ai prêté à Tcheki. Je le connaissais. Il m'avait dit, prêtez-moi votre voiture pour déménager. Je ne pouvais pas refuser, il m'avait déjà rendu service. C'est moi-même qui lui ai remis la camionnette, vers 9h du soir, devant la gare de Brighton. Il me l'a rapporté le lendemain matin, vers 6h. Philippe Monk, je sais que vous êtes un voleur et un receleur. Mais je sais aussi que vous n'êtes pas un assassin. Vous avez commis une faute que j'ignore, je vous le dis franchement. À mon avis, ce n'est pas une faute grave. Et vous pouvez décharger votre conscience en rendant service à la justice de votre pays. Je suis autorisé à vous promettre l'indulgence du tribunal. Réfléchissez et avouez. Sinon, tout finira par se savoir et vous serez jugé comme complice de Tcheki. Je vous parle en ami. Bon.
Bon, alors voici comment les choses se sont passées. Ah. Tout ce qui est arrivé, monsieur O'Brien, est entièrement de ma faute. J'ai volé, je l'avoue. Mais vous avez parfaitement raison, je ne suis pas un assassin. Le forfait de cette fille et de ce damné Tchéki que j'ai lu dans les journaux me fait horreur. Je l'espère pour vous, Monk. Que faisiez-vous donc, je vous prie, dans la nuit du 4 au 5 juin? Je me suis bien rendu dans la Blackman Street, à Brighton, monsieur O'Brien. J'avais entendu parler d'une affaire de cambriolage à laquelle Polo Tchéki avait été mêlé. J'avais également appris, par relation, que Tchéki avait transporté dans son garage une lourde malle qui provenait du domicile de sa maîtresse, John Burlington. Je subissais, et comme tout chacun, en ce moment, quelle que soit la nature de son commerce, des difficultés sans nom. J'étais comme sur une île déserte, sans un penny pour manger. Ajoutez à cela... N'ajoutez rien là-dessus, Monk. Je vous préviens d'avance que je sais de bonnes sources que vous n'avez ni vieille mère ni enfants en bas âge, les au fait. Oui, j'y vais, monsieur O'Brien. Aucune affaire ne se présentant à mon esprit, je formais le projet d'aller explorer le garage de Polo Tchéki. Je savais qu'à l'occasion, il y rangeait des marchandises volées. J'appris qu'il viendrait passer à Londres la nuit du 4 au 5 juin. Il avait rendez-vous avec des camarades pour faire la fête à Soho. Je résolus donc de sortir Sturrebin. Oui, c'est ainsi que j'appelais ma camionnette. Afin d'aller voir ce qui se goupillait dans cette sacrée Blackman Street. J'arrivais vers minuit à Brighton et j'arrêtai ma voiture devant le garage de Tchéki. Où vous aperçut le jeune Jerry Lewis? Non, Jimmy, monsieur O'Brien. Jimmy Lewis. J'ai lu les journaux. On ne saurait jamais trop se méfier des enfants. Enfin bref, j'arrêtai Sturrebin et j'éteignis mes feux. Grâce à un trousseau de clés de divers modèles, qui me sert à l'occasion, j'entrai dans le garage. J'y découvris sous un tas de vieux chiffons une malle noire. Une grande malle. Oh, très belle. Comme on en voit parmi les bagages des gens fortunés. Ça, pensais-je tout de suite, c'est du vol. Il doit y avoir là-dedans les robinets de cuivre et les tuyaux de plomb que Tchéki a volés chez ce fumiste la semaine passée. Cette malle, monsieur O'Brien, dégageait une certaine odeur. Mais par profession, je n'ai pas le nez très délicat. Et je n'ai aucun préjugé contre les odeurs. Cette absence de préjugés vous honore, Monk. Qu'avez-vous fait de la malle? Je l'ai hissée dans ma camionnette. Et je suis rentré chez moi. Il était à peu près 4 heures du matin quand je pus la débarquer dans mon propre garage. Les doigts me démangeaient. Et lorsque je l'ouvris, monsieur O'Brien, je crus que j'allais devenir fou. Mon arrière-grand-père est mort, m'a-t-on dit, d'un coup de sang. Je ne mourrai pas de ça, j'en suis certain, car après ce que j'ai vu, il me semble que je suis blindé contre toutes les surprises de la vie. Imaginez, monsieur O'Brien, qu'une jolie dame, honni soit qui mal y pense, vous offre une bonbonnière pour y puiser. Imaginez que vous y plongez la main pour vous saisir d'une friandise et que vos doigts sentent soudain le froid de la mort. C'est à peu près mon histoire. Je pensais en ouvrant cette malle trouver un bon lot de robinets, de cuivre fin, et je découvrais le cadavre d'une femme sans tête. Vous concevez mon désespoir? Je conçois, Monk. Quelle a été votre attitude après ce choc? J'étais absolument désemparé, monsieur O'Brien. Je me sentais pareil à un navire dématé par la tempête. L'idée ne vous est pas venue sur le champ d'aller prévenir le poste de police? Vous savez peut-être que ceux de ma profession n'aiment guère mêler la police à leurs affaires, monsieur O'Brien. C'est un préjugé, mais un préjugé tenace. J'étais donc en proie à la plus grande misère qu'un homme puisse connaître. Quand j'entrevis enfin une lueur... c'était pas très brillant, mais dans la nuit où j'étais plongé, j'étais pas à me contenter de peu. Je résolus donc d'aller déposer cette malle à la consigne de la gare la plus proche. Qui se trouve à être Victoria Station. Exactement. Un porteur me donna un coup de main pour décharger la malle de ma camionnette et m'abandonna à proximité du guichet où l'on enregistre les bagages. C'est alors qu'une idée impérieuse, une idée à laquelle j'étais incapable de résister, me poussa à agir d'une manière que je n'avais pas prévue. La malle avait été déposée par l'homme de la gare à proximité d'autres malles, absolument semblables, qui attendaient l'enregistrement. « Monk », me dis-je, « ne remuez pas une patte.
C'est la Providence elle-même qui prend votre affaire en main. À côté de la pile de malles, un grand escogriffe qui parlait l'anglais malaisément discutait avec le préposé à l'enregistrement des bagages. Il ressemblait à un chauffeur de très bonne maison et il s'éloignait sans arrêt de ses malles et de ses valises. Et c'est cela qui m'induisit en tentation, monsieur O'Brien. C'est plus fort que moi, j'ai le goût du bénéfice dans le sang. Je me dis, en somme, Monk, vous laissez bénévolement à ces inconnus une bonne malle, une malle toute neuve dont la valeur n'est pas niable. Il est donc juste que ces inconnus vous laissent quelque chose en échange. Voilà pourquoi je suis rentré chez moi avec une grosse valise en cuir jaune, monsieur O'Brien. Vous avez eu là un raisonnement d'une belle vigueur, Monk. N'est-ce pas? Plutôt ciel qu'il ait été moins vigoureux, monsieur O'Brien. Je m'arrêtais tout d'abord devant ma porte et considérais à l'aise ma nouvelle propriété. C'était une très belle valise. Il lui fallait des soins. Elle était même trop belle pour mon usage. J'espérais bien la revendre à un bon prix après l'avoir débarrassé de son contenu. Ce contenu, je l'imaginais sans peine. Une trousse de toilette, maroquin, écailles, cristal, vermeil, des vêtements, des chaussures, et peut-être une belle robe de chambre, souple et chaude, en Shetland, comme je les aime, car, monsieur O'Brien, je suis frileux. Oh oui, ainsi qu'un canari. Vous devriez pratiquer les sports de plein air, Monk. Ça vous réchaufferait le sang. Je suppose que vous avez ouvert cette valise. Attendez. Quand je suis enfin chez moi, à l'abri de toutes les embûches de la vie quotidienne, je me servis d'abord un grand verre de whisky sans soda. Les émotions de la nuit et de la journée exigeaient cette sorte de réparation. Je me parlais tout haut, comme à une autre personne. Signe pour moi d'une certaine jubilation intérieure. Il était près de midi, quand, les courroies débouclées et la serrure ouverte, la valise me révéla son contenu. Au premier abord, je ne vis qu'une toile cirée à carreaux rouges et blancs. Je soulevai cette toile, je vis des paquets assez longs, au nombre de 4, également enveloppés de toile cirée. Ils tenaient toute la longueur de la valise, qui pouvait être d'un yard, sans doute plus. Je développais l'une des toiles, monsieur O'Brien, et... je vous prie d'avoir pitié de moi, car pareille infortune peut paraître incroyable. Je déroulais la toile cirée, et j'eus dans les mains une jambe humaine. Une jambe lisse, à la peau douce et soignée. Une jambe de femme, à n'en point douter. Mon pauvre ami. J'ai eu encore la force d'atteindre la bouteille dont je venais de me servir, et j'ai bu à même le goulot une longue rasade, qui m'a sauvé de l'évanouissement. Et peut-être de la mort, sait-on jamais. Je refermai ensuite la valise, je la redescendis dans ma camionnette, et je repris le chemin de Victoria Station, où je la déposai sans difficulté à la consigne. Je pus rentrer chez moi, les mains vides, cette fois, et la tête haute. Quelques jours plus tard, on devait découvrir la valise. Vous savez le reste beaucoup mieux que moi. En effet. Bob. Vous m'avez appelé, chef? Apportez-nous quelque chose à boire, s'il vous plaît. Notre ami a besoin d'un grand cordial. Tout de suite, chef. Monk, je pense que vous avez dit la vérité. Je pense aussi que la justice tiendra compte de votre déposition, malgré tout un peu tardive. En attendant, nous allons prendre la liberté de vous envoyer dans une maison de repos, pas bien loin d'ici, où vous pourrez effacer ces mauvais souvenirs. Voici l'enregistrement, chef. Merci, Bob. Mettrai-je du soda dans votre whisky, bon? Sans soda, s'il vous plaît, monsieur O'Brien. Merci. À votre santé, messieurs. À la vôtre, chef. À votre santé, monsieur O'Brien. Sans indiscrétion, vous pensez que ça dépassera 6 mois? Je ne pense pas, Monk. J'ai confiance en votre étoile. Vous vous en tirerez avec 6 mois. 1 an, tout au plus. En vérité, monsieur O'Brien, quand la fatalité s'acharne sur un pauvre homme, elle peut parfois atteindre le pire degré de cruauté. Je suis entièrement de votre avis, Monk. À présent, vous pouvez vous retirer. Il y a quelqu'un dans le couloir qui vous indiquera ce que vous devez faire pour goûter bientôt à un repos absolu. Adieu, Monk. Portez-vous bien. Bonsoir, monsieur O'Brien. En dépit de cette regrettable histoire, je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance.
Voilà une affaire classée, Bob. Oui. Le tueur numéro 1 et le tueur numéro 2 n'importuneront plus les gens de bien avec leurs funèbres plaisanteries. Ce Philippe Monk me plaisait assez. La destinée a été extrêmement cruelle à son égard. Qu'en pensez-vous, Bob? Si vous me permettez de m'exprimer crûment, chef, je pense que le grand espoir des gens de bien auxquels vous venez de faire allusion, c'est de vider un bon verre de whisky à leur propre santé et d'aller faire un somme.